Donc, le sujet du jour, vous l'avez vu évidemment, SEO, SEA, arrêtons de les opposer. Et puis, comment ensemble construire une stratégie gagnante. Donc, pour ça, effectivement, je suis accompagné de Simon Belay, notre expert SEO à l'avance, et Alexis Villard, notre expert SEA. Donc, l'idée, effectivement, c'est de sortir un petit peu du cadre de l'opposition un peu historique qu'on a tous déjà entendu parler autour du SEO, SEA. D'un côté, avec le SEO qui est lent mais pérenne, de l'autre, le SEA qui est rapide mais coûteux. Est-ce que ce ne sont pas un peu des clichés aujourd'hui en 2025? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis forcément, il y a une petite guerre d'ego aussi dans ces deux métiers-là. Entre le SEO, le SIA, ce sont deux métiers un peu différents, mais donc voilà, c'est petite guerre d'ego dans ces métiers-là. Sauf que dans la vraie vie, est-ce que opposer SEO, SEA, ce ne serait pas comme opposer un peu le sel et poivre, hein? Ce sont que l'on peut mélanger ensemble. Voilà, donc ce sont deux leviers qui sont très complémentaires, ne sont pas faits pour se tirer dans les pattes à notre sens. Et donc, quand on les combine intelligemment, généralement, on a des résultats qui sont vraiment très bons. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, d'arrêter de faire cette opposition-là. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos premières questions. Donc, messieurs, moi, j'en ai une première. Je pense que toutes les personnes qui sont présentes ce matin n'ont pas forcément un niveau d'expertise très avancé sur le sujet. Donc, je pensais que ça pouvait être intéressant de commencer par reprendre un petit peu les bases de ce qu'est le SEO, le SIA. Et est-ce que vous pourriez nous montrer dans un résultat de recherche de Google, on appelle une SERP d'ailleurs, SERP qui veut dire Search Engine Results Page. Voilà, effectivement. Le petit piège du matin. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse regarder ensemble un résultat de recherche et qu'on puisse nous expliquer un petit peu en deux mots, rapidement, en guise d'introduction, à quoi ressemble une SERP aujourd'hui aussi en 2025, parce qu'elle a tendance à évoluer et à évoluer aussi assez récemment. Monsieur Villa, est-ce que... c'est toi qui présente. Voilà, ça y est, je vous ai partagé un exemple de SERP. On n'a pas l'écran sous les yeux, l'écran du live. Alors, petit souci de live. On nous envoie bien de la vidéo pour l'écran, ça va être un peu compliqué. Hop, alors excusez-nous, on en a pour une seconde. On a un petit souci de partage d'écran avec les collaborateurs. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez par contre mon écran de votre côté? C'est bon. Ok, c'est bon. De mon côté, en tout cas. Donc voilà, on a tapé effectivement une requête un peu basique, formation comptabilité. C'est ça. Et ce qu'on voit en premier lieu dans les résultats, c'est bien sûr les résultats payants donc du SIA. Donc là, on a par exemple espace métier et formation Lefebvre Dalloz et ma formation. Donc vous voyez, là, il y a 3, même 4 résultats à la suite. Donc là, c'est des résultats de campagne search, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'ils enchérissent sur des mots-clés et ça leur permet d'afficher leurs annonces lorsqu'on fait une requête, comme par exemple formation comptabilité. Donc, on voit directement, on commence à voir directement l'avantage, bien sûr, de faire du SIA, c'est qu'on fait partie des premiers résultats et ça permet de capter des clics le plus facilement. Après, il y a certaines personnes qui essayent peut-être d'éviter un petit peu les résultats sponsorisés, mais on sait que la majorité des gens, ils ne font pas trop la différence entre un résultat sponsorisé ou non. Et surtout là, quand on a 4 ou 5 résultats à la suite, ça prend vraiment toute la place. Il faut scroller pour pouvoir trouver les résultats organiques. Et encore plus sur mobile. Exactement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ces résultats sponsorisés vont évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois, pour encore plus de flou dans la distinction entre résultats organiques et payants. On vous montrera peut-être tout à l'heure, on fera un petit partage de cette nouvelle SERP côté Google Ads. Donc, si on descend... Et si on descend, en dessous, on commence à avoir des résultats naturels. J'en ai un tout petit peu au-dessus. Encore un tout petit peu avant le pack local. Si tu peux remonter. Ah oui, remonter, pardon. Excuse-moi.
encore un tout petit peu. Voilà, France Comptabilité, donc France Travail, là, ça a un résultat naturel. En dessous aussi, on a d'autres résultats naturels. On a un pack local, ce qu'on appelle un pack local, c'est la carte Google Maps avec différentes comment dire, établissements mis en avant. Voilà. Et après, on retrouve des résultats, des questions, et on retrouve des résultats naturels. On peut aussi retrouver du sponsorisé en page. Je ne sais pas si c'est le cas sur cette page-là. On va voir. Si on va trouver des adresses. Voilà, il y a encore du sponsorisé en bas de ces pages de résultats. OK. Donc, à partir de ce constat-là, on voit bien effectivement que je trouve que la SERP, donc les résultats de recherche, sont très imbriqués entre Google Ads et Naturel. On en retrouve en haut, en bas, des Google Ads. Au milieu, effectivement, on a du pack local, on a des résultats naturels, on a des questions complémentaires. Moi, la première grosse question, c'est comment justement, sous quels angles on peut compléter justement notre stratégie SEO-SEA. Parce qu'en fait, on a, je pense, deux aspects importants. C'est qu'il y a un aspect purement technique, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, de comment le SEO et SEA peuvent se compléter techniquement parlant. Mais déjà, sous un angle stratégique, est-ce qu'il y a des cas d'usage un peu marqués sur lesquels on peut réfléchir avec les personnes présentes aujourd'hui sur des optimisations de présence entre ces deux leviers? Oui, il y en a plusieurs. On peut commencer par un cas stratégique qui est comment je peux être présent au-dessus de mes concurrents. Ouais, en fait, OK. Et là, c'est plutôt le SEA qui va permettre ça. Je te laisse un petit peu en parler, Alexis. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de partager peut-être une page de résultats en tapant une marque un peu connue, on va voir. Ouais, On peut trouver ça. On est en live, donc c'est possible que ces résultats-là ne soient pas adéquats, mais peut-être si on tape une marque ou des type Adidas ou Nike, il est possible qu'il n'y ait pas la marque au début. Et ben, je mets. Allez, j'ai mis Puma. T'as mis Puma, c'est pas le meilleur exemple pour ça, mais c'est un autre exemple pour autre chose. Ici, tu tapes juste Nike. Non, on l'a pas non plus là, c'est pas grave. Imaginons. Oui, de toute manière, oui. Avec le SIA, ça nous permet de nous positionner sur des mots-clés qui peuvent être très concurrentiels, notamment en SEO. Alors ça, il faut toujours apporter un petit peu des limites sur ce qu'on dit, parce que forcément, un mot-clé qui est très concurrentiel en SEO, va y avoir sûrement de la concurrence aussi en SEA. Ouais. Sauf que le SIA, il y a un roulement des annonces. Donc, va y avoir, il y a un certain nombre d'emplacements, comme on l'a vu auparavant, peut-être 5 à 10 emplacements sur la page de résultats sponsorisés. Un petit peu un roulement des différents acteurs qui vont pouvoir être mis en avant par Google Ads. Donc, ça va dépendre forcément du budget investi, de la qualité des annonces et tout. Mais ça va donner une chance quand même à n'importe quel acteur de pouvoir être affiché sur des requêtes qui peuvent être très concurrentielles. Alors forcément, souvent le nombre de fois où on va être affiché va être très faible, peut-être 10% des requêtes, mais quand même ces 10% là, ça donne une vraie chance à n'importe quel acteur de pouvoir être présent sur une requête concurrentielle et de pouvoir avoir une chance de convertir, d'avoir des leads sur cette requête. Même si je ne suis pas leader de mon marché, c'est ça. Être présent sur Google Ads, c'est faisable, alors qu'en SEO, tu vas peut-être nous en parler, Simon, mais c'est peut-être un peu plus loin. Okay. Après, ça va coûter, bien sûr, un investissement, mais ça peut offrir une opportunité de pénétrer un marché, notamment grâce au SIA. Okay. Et il y a aussi la notion de nom de marque, où justement, le SIA permet aussi de sécuriser son nom de marque, parce que Google Ads quand même favorise les acteurs qui vont acheter leur propre nom de marque. Il va comprendre que Adidas, c'est leur nom de marque, donc ils vont avoir peut-être un coût par clic, le coût qu'ils vont dépenser pour enchérir sur ces mots-clés qui va être plus faible que la concurrence. Donc ça va leur laisser vraiment la possibilité de sécuriser leur nom de marque, même si ça offre aussi l'opportunité aux concurrents d'enchérir dessus, sauf qu'ils vont payer plus cher. Donc, normalement, en fin de compte, ça devrait être
plus facile de sécuriser le nom de marque. Vous voyez ici avec l'exemple de Puma, où il y a du sponsorisé tout en haut. Si tu remontes un tout petit peu, tu as mis le shopping, mais après Puma enchérit sur le terme Puma, donc on se retrouve ici et peut permettre de sécuriser parce qu'il y a des gens qui ne distinguent pas les résultats naturels des résultats sponsorisés. Et donc, ils verrouillent un petit peu leur marque là-dessus en mettant du sponsorisé, puis ils sont présents naturels, bien entendu, je pense. C'est ça, et je rajouterais en plus que là, si on regarde cette SERP, ces résultats, c'est que là, Puma prend une place immense grâce à ses résultats sponsorisés, plus les résultats naturels. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est comme s'ils prenaient presque toute la première page juste pour eux. Donc, c'est aussi une stratégie un petit peu gagnante. Oui. Parce qu'on pourrait se dire que c'est vraiment une redite, que là, il y a 2 fois Puma, oui, en fait, ils payent pour rien. Mais en fait, il y a une vraie stratégie. C'est pour ça que les grands acteurs le font. C'était ma question, c'est-à-dire que je pense qu'il y a la question derrière cet achat de nom de marque, pour beaucoup de gens, peut être est-ce que ça est utile, sachant que j'ai l'impression de donner de l'argent à Google un peu pour rien, sachant que je suis potentiellement premier sur ma marque en naturel. Mais effectivement, il y a aussi le besoin d'imposer son image de marque et d'éviter que les concurrents viennent un peu polluer ça. J'ai un petit exemple qui me revient en tête, très concret, à une époque où les Deliveroo, Uber Eats commençaient à exploser. Il y avait un opérateur français qui avait à l'époque déposé le bilan au moment de cette montée de tous les acteurs-là. Et tout de suite, Deliveroo avait acheté ce nom de marque massivement pour renvoyer vers son site et faire en sorte que… Voilà. Donc, voilà, c'est pas forcément… c'est pas une protection de marque, mais en tout cas, c'était une marque concurrente qui achetait pour essayer de récupérer du business derrière. Donc, il faut savoir qu'en SA, vous avez le droit d'acheter, d'enchérir sur une marque concurrente. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire passer dans l'annonce pour cette marque-là. C'est bien important. Il n'y a pas le droit de la mentionner du tout. Il n'y a pas le droit de se faire passer. Donc, un autre acteur pourrait enchérir sur le terme Puma tant qu'il ne se fait pas passer pour un marque Puma. Ok. Autre petite question qui est un peu liée à ça. Si justement, moi, je n'ai pas le même budget que mes concurrents, mais je vais être au-dessus de mes concurrents, est-ce qu'il y a des méthodes en SEO et SIA, justement, des méthodes complémentaires entre les deux leviers? Tout à fait. En fait, elles sont assez similaires. C'est au niveau sémantique et de trouver les bons mots-clés. C'est exactement ça. C'est d'identifier les mots-clés les moins concurrentiels, donc ceux qui sont quand même recherchés, mais où soit l'enchère en SEA est plus faible, soit en SEO la concurrence est un peu moins importante, ou parce que les acteurs sont très importants, ils vont pas travailler ces petits mots-clés. Quand je dis petits mots-clés, c'est ces mots-clés avec moins de volume. Donc là, c'est d'identifier ces choses-là et de lancer des pages et de se positionner sur lancer des pages pour SEO, voire tester ces mots-clés en SEA, mais on va y revenir juste après. Okay. C'est vraiment identifier ces petits termes avec moins de concurrence, certes peut-être moins de volume, mais générer quand même du trafic qualifié sur notre site. Ok. Autre cas d'usage, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, c'est demain je veux refaire mon site. J'ai besoin d'être efficient et d'être visible assez rapidement. Est-ce que vous avez un peu une idée de quelle stratégie on pourrait mettre en place entre les deux et dans quelle temporalité en fait on peut aussi activer l'un et l'autre levier. Je pense que ça peut être intéressant d'approfondir ce sujet-là. Exactement. Si tu veux le montrer, on a un petit tableau là-dessus. Ça sera plus simple. Alors là, c'est par exemple pour le lancement d'un site web, si vous n'êtes pas ou peu connu ou peu recherché, on n'aurait pas obligatoirement la même stratégie dans le cadre d'une marque installée avec du trafic, etc. Mais dans le cadre d'un lancement de site web, le mieux c'est de commencer par du SEA, d'aller vraiment, si le budget le permet bien entendu, et ça dépend de chaque client, de lancer du SEA et de se positionner sur les termes un peu plus concurrentiels dès le début. Et en parallèle, pendant ce temps-là, travailler le SEO, travailler vos pages, les enchérir au niveau sémantique, voire créer plusieurs pages, un cocon, etc. Et le temps d'activer tout ça et que le contenu se positionne ainsi que les liens prennent, il faut, je dirais, au lancement, maintenir du SEA. Et puis peut-être diminuer au bout de 6 mois, si on se rend compte que certaines pages SEO se positionnent très bien, on peut diminuer le budget ou pas. Mais en tout cas, les deux sont bien liés. Le SEA vraiment en lancement et tant que le SEO monte en puissance tranquillement. Est-ce que tu as des choses à compléter? Là, ça parle vraiment directement de la différence un petit peu fondamentale, enfin, en tout cas dans les esprits, entre le SEO et le SIA, qui sont des différences de temporalité.
Donc, vraiment, le SEO, forcément, il y a des efforts qui vont être faits et qui vont payer sans doute au bout de plusieurs mois, qui vont être des efforts de longue haleine, mais qui vont normalement être pérennes et durer aussi dans le temps. Alors, encore une fois, un travail SEO, quand même, c'est pas quelque chose qu'on fait en one shot. C'est quelque chose qu'il faut retravailler quand même ponctuellement tous les 6 mois, 1 an, une fois que c'est bien fait. Mais le SIA, contrairement à ça, c'est quelque chose qu'on peut démarrer directement. Encore une fois, même sur un nom de marque, sur une requête concurrentielle, si on a un budget à investir, on peut le faire. Après, il y a quand même une petite limite sur vraiment le fait que le SIA, ça soit instantané. Pas vraiment. Normalement, une campagne SIA, déjà, on ne fait pas des campagnes très courtes. Faut savoir que tout ça, c'est le machine learning, que c'est les algorithmes, qu'il y a une période d'apprentissage dans une campagne Google Ads. Donc, en général, il y a au moins 1 mois où l'algorithme commence à comprendre qui clique sur les annonces, qui clique, qui peut convertir, qui commence à apprendre, pour qu'une campagne commence à être bien performante. Donc, c'est là où il y a une petite limite sur le fait que ça soit instantané. Normalement, c'est quand même quelque chose qu'on fait dans le temps, qu'on évite aussi d'arrêter, de réactiver, parce que, encore une fois, c'est du machine learning. Et quand on arrête une campagne Google Ads, on perd tout l'historique qui a été acquis. Donc, c'est quand même quelque chose, il faut quand même avoir une notion de moyen terme à minima sur le Google Ads. Mais en tout cas, les effets peuvent être sentis instantanément quand même, comparé au SEO. Ok. Super. Je rebondissais aussi sur un petit sujet dont on parlait là juste avant, le fait d'être présent face à des concurrents, etc. Si j'ai moins de budget que mes concurrents, est-ce qu'il y a des petits trucs pour justement un peu tirer son épingle du jeu sur les 2 leviers? Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment identifier des termes bien spécifiques et où il y a moins de concurrence. Ça peut être de la trouver sa niche, quoi. Ça peut être de la longue traîne. Long train pour tout le monde, c'est un mot-clé qui a moins de volume de recherche qu'une combinaison de termes qui ont moins de volume de recherche. Exemple, chaussures trail, ça a énormément recherché. Chaussures trail, femme, telle pointure, par exemple. C'est pas les mots. Et voilà, plus le mot-clé est long, moins il va être recherché, aussi plus spécifique il va être. Et donc voilà, c'est pareil sur Google Ads. On peut chercher des mots-clés où il va y avoir moins de concurrence, ou bien où le coût par clic va être moins élevé, et essayer d'avoir peut-être des portes un petit peu dérobées, être un petit peu moins frontal, parce que c'est vrai qu'on a dit que le SIA nous permet d'être présent un peu partout, mais il y a un budget quand même à investir. Il faut avoir un minimum de budget. Si on a un budget très faible, c'est sûr qu'on va quand même éviter d'essayer de se placer sur des mots-clés super concurrentiels. Et on va essayer de trouver peut-être quelque chose d'un petit peu moins direct, mais qui va quand même nous apporter du trafic. Et on va essayer de faire confiance au site web pour pouvoir convertir une fois que les internautes sont sur notre site. Et couplé à ça, à des diffusions de campagne à des moments bien précis, si on identifie que notre cible se connecte le plus la nuit ou à tel moment au moment de la pause déjeuner, on peut vraiment empiler nos campagnes à ce moment-là, ainsi que certains jours de la semaine et dans une zone géographique aussi. Donc on peut quand même maximiser notre budget, même s'il est faible. C'est ça. Peut-être se dire, on ne va pas viser toute la France, on va se concentrer vraiment sur un département ou sur le local. Ok, super. Donc là, on a parlé de plusieurs cas d'usage sur la complémentarité des deux. Il y a aussi, on en parlait en introduction, une complémentarité un peu technique. Et l'idée, c'est de se voir ensemble aussi comment chaque levier peut impacter l'autre, en fait. Parce qu'évidemment, il y a des liens entre les deux. On est toujours sur la SERP Google, donc en fait, il y a même une logique d'optimisation entre les deux, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà dans l'ensemble quels sont les principaux éléments, puis peut-être qu'après on pourra entrer dans le détail sur certains. Je pense que le mieux, c'est que tu nous remontes, une page de résultats et on va pouvoir détailler ce qu'il y a dans cette description, etc. Alors, hop, allez, je vais le partager. J'ai tapé Serrier Nantes
Certes, donc là, on est vraiment sur une page de résultats très locale, mais il y a quand même du sponsorisé. Alexis, je te laisse un petit peu détailler les éléments d'une annonce. Voilà, par exemple, et tu peux montrer en même temps avec la souris. Ouais. Donc là, il y a le titre. Donc, Serrurier Nantes, 44 000 artisans serruriers Nantes. Il faut savoir que quand on fait une annonce Google Ads, on donne une série de 15 titres différents à afficher justement pour pouvoir s'adapter aux recherches de l'internaute. Parce qu'un internaute qui va taper Serrurier Nantes, il va plus cliquer sur un résultat qui va afficher sa requête parce qu'il va se dire que ça correspond vraiment à ce qu'il recherche, comparé à s'il y avait quelque chose qui était peut-être proche, mais pas vraiment la même chose. Donc, on donne 15 titres différents où justement, là, l'algorithme de Google, le machine learning, va apprendre peu à peu quelles sont les bonnes combinaisons de titres et quel titre afficher pour telle requête. Qu'est-ce qui fait le plus cliquer? Donc, c'est basé vraiment sur des données chiffrées. Donc, on a 15 titres. Et on a 5 descriptions. Donc, la description, c'est ce qui est juste en dessous. Donc là, vous cherchez un serrurier à Nantes. Bon, bah voilà, littéralement, on cherche un serrurier à Nantes. Il nous le rappelle bien dans la description. Donc là, on se sent bien accompagné. Avec en plus, voilà, serrurier qualifié et fiable. Donc là, le but de cette description, c'est d'inciter au clic. En plus du titre, parce que c'est vrai que le titre, c'est très direct. Ça peut potentiellement reprendre le mot-clé. Ça ajoute pas tant de plus-value que ça, potentiellement. Mais voilà, le but de la description, c'est de faire cliquer. Est-ce que ce travail-là peut aider justement au SEO dans la recherche peut-être de termes, etc. Bien sûr. C'est pour ça que j'allais prendre le relais d'Alexis un petit peu plus bas. Si on va sur un résultat naturel, comme on a le serrurier Nantes, donc on a le title, on retrouve ce titre aussi ici, et la métascription, ce qu'il y a juste en dessous. Le title est un élément très très important pour le positionnement, et le SEO permet de tester en fait. On peut tester des mots-clés. C'est en disant, est-ce que c'est pertinent ce mot-clé-là pour notre secteur d'activité? Donc là, on est sur un mot-clé assez générique, on se doute bien que ça va être pertinent pour les serruriers, mais il y a plein de termes, des fois dans une thématique où on est obligé est-ce que ce terme-là convertit ou pas? Et donc, en lançant une campagne sur ces termes-là, on peut dire, OK, ça marche bien, dans ces cas-là, on va créer une page en SEO. Donc ça, c'est le premier. Et la deuxième, c'est de dire quelles sont les tournures de description qu'on peut exploiter dans la description d'annonce qui performe le mieux, qui améliore le CTR. Le CTR, c'est le ratio des impressions, des affichages sur les clics, enfin les clics sur les affichages, je vais faire dans le bon sens. Et en testant ces descriptions, on peut dire celle-là, elle performe mieux pour plein d'arguments marketing. On va l'implémenter dans notre page en SEO. On va remplacer la métascription par la description qu'on a utilisée. C'est ça, parce qu'il y a un besoin de ça, parce qu'une page SEO, c'est quand même un investissement en temps, en énergie, en argent, en tout, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Parce que quand on travaille une page SEO, on va travailler la sémantique, la technique, la popularité. Ça va vraiment être un travail de fond. Donc, on ne peut pas non plus, sauf si on a un budget illimité, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et c'est d'où le besoin de peut-être, avec un budget un peu moindre, faire des campagnes Google Ads et voir certains angles qui peuvent être utilisés, comme tu disais, en SEO, et où là, on va pouvoir faire l'investissement conséquent de créer une base. D'ailleurs, ça me permet de valider ou invalider un mot-clé. Ce mot-clé-là, en fait, en SEO, il ne performe pas tant que ça, donc on va pas investir en SEO, ou inversement. Ça nous permet de se dire, OK, ce titre-là, il est vraiment bien, ou cette description, on pourra peut-être, cette description, on pourrait l'implémenter, bien entendu, et après, on prend toutes ces statistiques, si je peux me permettre, en SEA, et on peut en tirer des conclusions pour le SEO. Et en plus, ça nous donne, des statistiques bien plus rapidement, vu que là, on paye pour les SEA, donc on va avoir l'information et les bonnes statistiques instantanément, en fait. De toute manière, on va forcer d'être visible pour l'internaute, alors qu'en SEO, avoir ces résultats pour forcer d'être présent dans le top 3 des résultats en SEO, ça prend déjà justement tout l'investissement en temps et en énergie. Mais en gros, il y a un sujet, effectivement, pour résumer ce que vous venez de dire, mais quand j'achète un mot-clé, il faut que le mot-clé se retrouve dans mon annonce et il faut qu'il se retrouve sur ma page d'atterrissage. Donc en fait, on se retrouve avec une sorte de triptyque qui est essentiel. Peut-être que tu vas nous parler après du quality score dessus. Mais ça veut dire que une page bien travaillée avec les bons mots-clés aide les campagnes Google Ads.
C'est ça. Ben, en fait, Google Ads va noter chacun des mots-clés qu'on achète pour des campagnes Google Ads et sur lesquels on va enchérir. Et il va donner une notation en regardant est-ce que c'est pertinent que moi j'affiche tel acteur pour telle requête. Parce qu'en même temps, Google essaye quand même que ça soit assez logique, que les gens qui naviguent aient une navigation qui soit confortable et qui ne se retrouvent pas avec des résultats qui n'ont rien à voir juste parce que des gens, des acteurs ont payé pour être présents sur des requêtes. Donc là, il va donner une note sur le fait que tel mot-clé soit acheté par un acteur, qu'il y a une pertinence entre le mot-clé acheté, l'annonce qui est projetée. Donc, normalement, il y aura le mot-clé, encore une fois, qui sera répété là-dessus, et aussi la page d'atterrissage pour que l'internaute soit redirigé vers une page qui parle vraiment du sujet qui l'intéresse et que ça ne soit pas un peu une manipulation, en fin de compte, d'un acteur qui voudrait attirer du trafic sur son site. Et c'est là où, quand une page est travaillée en SEO potentiellement, forcément, elle va être travaillée sur un mot-clé, elle va être enrichie sémantiquement et potentiellement, elle va permettre à ce que ça soit bien, à ce que le mot-clé soit bien noté par Google. Donc, il y a une vraie corrélation entre les deux. Après, quid de est-ce que une bonne page SEO fait une bonne page Google Ads? Une bonne page SEO est mieux qu'une page standard pas travaillée pour les SEO. En fait, vous avez déjà 3 typologies de pages d'atterrissage, on va dire. Une page SEO assez optimisée, donc qui vise un mot-clé, une page plutôt standard qui n'a pas été travaillée, et une page d'atterrissage dédiée au SEO qui n'est pas indexée. On pourra vous en montrer des exemples si on tape dans l'assurance ou dans la mutuelle. Je pense à Alan qui le fait très bien. Donc, une page, pour répondre à ta question, Damien, une page SEO répond mieux qu'une page non travaillée, mais un peu moins bien qu'une landing vraiment dédiée, une page d'atterrissage au SEO. En fait, il y a différents besoins. Exactement. En SIA, on va avoir, c'est un levier à la performance. On paye pour chaque clic et on essaye d'avoir des gens qui vont convertir sur le site. Donc, la page va être optimisée directement pour essayer de convaincre, soit d'envoyer un mail, soit d'appeler au téléphone. Vraiment une action de conversion. Soit d'acheter. Oui, c'est ça, ou soit d'acheter directement. Alors qu'en SEO, on a cette est un peu différent. Oui, on a cet objectif aussi de conversion, mais on a le premier objectif, c'est de générer du trafic et de se positionner. La différence, c'est qu'en SEA, sur une page SEA, c'est qu'on peut vraiment travailler le marketing et pousser les choses. Où là, en SEO, on doit optimiser notre contenu pour répondre quand même à la requête. On peut prendre des exemples et vous montrer. Je pense à Alan, où on voit la différence entre les deux pages. Alors, elles sont assez proches, mais on voit qu'il y a un peu d'A/B testing justement pour optimiser les choses. Alors là, c'est la page, une page d'atterrissage sur l'aspect mutuelle santé entreprise. Alors là, vous ne voyez pas l'URL, mais dans l'URL, on voit bien que c'est une page SEA. Donc on a. C'est une page qui n'est pas indexée en plus. C'est ça. Elle est juste utilisée pour les campagnes. Elle est vraiment dédiée. Donc on a notre titre, les arguments clés, les call to action essentiels de la page. Et ensuite, on a des blocs spécifiques, donc simplification des démarches employeurs, comment changer d'assurance en 5 minutes, effectivement, parce que en tant qu'entreprise, généralement, on a tous déjà une mutuelle d'entreprise, pardon, et ensuite des garanties et des éléments de réassurance sur les personnes qui font confiance. Et la même page, mais qui est présente cette fois-ci dans l'arborescence du site, qui est la page SEO, on va voir qu'elle est relativement similaire, mais on voit qu'ils ont fait des… Déjà, par exemple, juste les accroches sont différentes. Ici, même plus bas, on voit des changements, et je pense qu'elle est un peu plus dense en termes de contenu. On retrouve des choses communes. Voilà. Donc là, on l'a trouvé. Les garanties sont plus hautes. Les garanties sont plus hautes, bien entendu. Donc, en fait, tout ça, ça permet de faire des tests sur le changement. La confiance aussi, mais c'est surtout la partie plutôt, il y a un peu de questions qui n'est peut-être pas sur l'autre. C'est ça. Et le wording qui est différent, en fait, je dirais, entre la landing, celle dédiée aux campagnes, et la page SEO. Là où on peut être un peu plus marketing, je dirais. On peut pousser un peu plus de marketing sur une landing dédiée aux campagnes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments techniques qui viennent optimiser notre score de qualité sur Google Ads?
et qu'on doit travailler sur notre page SEO. Oui. Tout l'aspect technique. L'expérience utilisateur sur la page, en fait. Là où aussi on va utiliser une page pour qu'elle soit assez rapide à charger, qu'elle soit adaptée, bien entendu, au format utilisé par l'internaute. D'accord. On parle de mobile friendly, mais ça peut être aussi tablette, c'est moins utilisé. Une structure claire aussi. D'accord. Et en fait, l'engagement, donc la rétention de l'internaute est importante aussi. Google veut vous proposer des annonces ou des pages et il veut être le plus pertinent là-dessus, parce que les gens utilisent Google parce qu'il est pertinent. Et donc, en poussant une page, qu'elle soit SEO ou qu'elle soit SEA, il veut que vous ne reveniez pas sur le moteur. Si vous revenez, il va peut-être déclasser la page en SEO et ça peut avoir un incident. Donc, c'est l'engagement, l'UX, le fait que l'internaute puisse interagir avec la page, ça c'est important. Ouais, donc le temps passé sur la page, les clics qu'il va faire dessus vont jouer à la fois dans les résultats de recherche en SEO et jouer sur la qualité de nos annonces sur Google Ads et donc optimiser notre campagne en fait. Oui, après pour Google Ads, ça sera surtout vraiment l'aspect technique de la vitesse de chargement. Est-ce que le site est clean au niveau technique voilà. Ouais, donc en fait, dans ce que vous me dites là, je me dis, si demain je veux vraiment être efficace sur Google, il n'y a pas de question à se poser entre un choix entre SEO et SEA. Il faut vraiment avancer sur les deux en parallèle. Évidemment, alors on a cité quelques cas d'usage, mais il y en a plein. On a cité souvent l'exemple d'une marque qui est peut-être un peu moins performante, avec moins de budget, ou une entreprise qui se lance. Mais on peut aussi prendre le parti inverse de je suis déjà un peu leader sur mon marché. Voilà, mais on n'aurait pas le temps d'un seul webinaire pour évoquer tous ces sujets-là. Mais ça me fait rebondir sur un autre petit point. Je pense notamment à des mots-clés ultra concurrentiels, on en parlait tout à l'heure. Je veux dire, je ne sais pas, CRM. Effectivement, aujourd'hui, moi demain, je développe un CRM en SEO. Est-ce que j'aurai la capacité d'être dans les bonnes positions pour générer un trafic de qualité, sachant que c'est un mot-clé très générique, alors qu'en Google Ads, on a plein d'annonceurs sur ce terme-là. On pourrait même prendre un petit exemple. En SEO, j'aurais tendance à, selon le budget et le temps à consacrer à ça, j'aurais tendance à travailler CRM plus une combinaison. Si on a un CRM dédié peut-être à une typologie d'entreprise ou une typologie de métier, j'aurais tendance à axer là-dessus. Plutôt qu'aller taper une enquête aussi concurrentielle et aussi forte avec des acteurs très installés. En tout cas, dans un premier temps. Et après, on verra. Alors, en Google Ads, on peut, en SEA, là, typiquement, on voit certains acteurs, Monday, Zoho, Packdrive. Et en dessous, effectivement, on a des acteurs bien installés qui sont SEO. Après, forcément, les plus gros acteurs ont plus de budget, vont être présents bien plus de fois. Donc là, si ça se trouve, on pourrait faire la requête, on pourrait rechercher ce mot-clé 50 fois et on n'aurait que les gros acteurs qui vont ressortir. Mais peut-être qu'il y aurait une petite partie des fois où il y aurait des plus petits acteurs. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même une limite parce que, par exemple, si on est dans les assurances où le coût par clic peut être à 10 €. Là, c'est vrai qu'il peut y avoir une limite quand même au niveau de la taille de l'entreprise qui peut. Mais bon, il ne va pas y avoir une nouvelle assurance, sans doute, qui va essayer de s'en sortir sans avoir le budget conséquent. Ça serait. Ça serait pas... Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments sur cette partie technique que vous voyez de votre côté? Où est-ce qu'on a fait le tour de ce point-là? Le tour, je pense. Ok. Donc, on a très clairement, une vraie complémentarité technique sur ces aspects-là, sur ces deux leviers-là. Il y a peut-être un petit point qu'on n'a pas précisé, c'est à quoi sert le Quality Score et quelles sont ses conséquences. Tu vas t'expliquer comment c'est composé, mais il donne une notation pour chaque mot-clé et plus la notation est bonne, plus le coût qu'on va payer pour chaque clic va être plus faible et du coup, plus la campagne va être diffusée en fin de compte. Ok, par rapport à nos concurrents. C'est ça. Donc, ça nous positionne mieux par rapport à nos concurrents. C'est ça. Et ça nous permet d'avoir peut-être nos annonces aussi au-dessus d'eux. Oui. Comme on voit, il y a beaucoup d'emplacements aussi, donc mieux on est noté. En fait, globalement, mieux on va être diffusé. Donc il y a vraiment un vrai intérêt à travailler ça. Ok, très bien. Très bien, messieurs, merci. On va dire que maintenant, c'est aussi l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? Notamment, on a les IA aussi qui viennent un peu mettre leur nez là-dedans. On sait que Perplexity a testé un modèle
de systèmes payants un peu comme Google Ads, donc avec à la fois des requêtes organiques et puis des résultats payants. On sait que ChatGPT, pour le coup, est en train de recruter, enfin OpenAI est en train de recruter des experts SEO, des experts SEA pour activer un modèle équivalent, alors même qu'au départ du projet, il y avait une aversion pour le côté payant. Ils ne voulaient pas monétiser leur audience et aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils sont un peu obligés. On voit qu'il y a une vraie transposition en fin de compte du SEO, du SIA, même sur ce genre de problématique, où il y a une question de référence. Parce que qu'est-ce qu'on affiche? Donc plutôt lié au SEO, il y a une question de référencement payant, du coup, là, potentiellement donc lié au SIA. Donc on voit que tout ce domaine, en fin de compte, se transpose, même sur. Il y a même des changements d'affichage dans la page résultat. Si on tape, on peut vous le montrer, mais il faut le faire en navigation privée. Logiciel de supply chain, tu vas le montrer. Alors, ici. Et là, vous allez voir que Google est en train de changer vraiment la manière de présenter ses résultats naturels. Là, tu l'as. Est-ce que c'est exactement normalement, c'est ce que je veux. Non, là, tu n'as pas. Tu l'as bien fait en navigation privée? Non. Parce que là, vous voyez, c'est le classique. Donc, on a bien le sponsorisé juste au-dessus des annonces. Mais si on fait en navigation privée, vous allez voir, normalement, il y a un petit changement. C'est en train d'être déployé. Bientôt, Google fait plein de tests là-dessus et il veut en fait vraiment stimuler la frontière entre les sponsorisés et les liens naturels pour gagner le plus d'argent. Et en fait, normalement, on va voir si Damien arrive à nous afficher l'exemple. Hop, je partage un autre contenu. Ok. Et je vous affiche ça. Et là, vous voyez bien, vous avez le sponsorisé. Il n'y en a qu'un là, il n'y a qu'un exemple. Normalement, on peut avoir, oui. Alors, moi, de mon côté, on est plusieurs, mais on a résultats sponsorisés et on a. Tu peux peut-être partager ton écran si tu veux, Simon. C'est ce que je voyais, mais je ne peux pas entendre peut-être. Alors, attends, je pense savoir pourquoi. Évidemment, moi, je suis sur un navigateur qui bloque beaucoup les pubs, qui est Brave. Ce n'est pas Chrome, donc je vais aller sur Chrome et on va retaper cette requête. L'intérêt de Google, dans ce cas-là, vous comprendrez une fois que vous aurez l'image sur les yeux, c'est vraiment d'inciter les gens à cliquer et à confondre entre les résultats naturels et les résultats payants. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et là, on le voit bien. Il y a très peu de distinction. Si on n'est pas habitué, on peut se faire avoir entre guillemets. J'ai qu'un seul résultat payant. Hop. Et vous pouvez faire le test de votre côté, sans problème. Vous allez avoir résultats sponsorisés, un résultat, plusieurs résultats, mais le sponsorisé n'apparaît pas juste au-dessus de chaque annonce, il apparaît juste en haut, en fait, tout simplement. Ok. En conclusion, si je repartage notre petite présentation, on a fait un petit tableau comparatif assez synthétique du sujet. Effectivement, il y a des critères de temporalité, de coût, de durabilité, crédibilité, souplesse, et peut-être les objectifs à privilégier en fonction des uns et des autres. Ça nous montre assez rapidement et de manière assez synthétique les intérêts et les forces de chaque levier et justement leur complémentarité à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez peut-être nous faire un dernier petit commentaire sur ce tableau? Les deux sont. Enfin, le mieux, c'est de combiner les deux afin d'obtenir, de maximiser la performance et vos objectifs et les uns de vos objectifs. En fait, l'un ne va pas. Enfin, l'un peut vivre sans l'autre pour plein de raisons. Et j'aime, mais il faut éviter de les opposer, parce qu'il y a quand même pas mal de choses où ça permet de faire des tests. Et le premier, en tout cas, moi, d'un point de vue SEO, c'est de pouvoir tester si un mot-clé est intéressant ou pas à travailler. Ça, c'est vraiment, on teste direct, au lieu d'investir du temps, de créer une page, le fait qu'elle se positionne et de vérifier ça, là, on peut le tester directement, de se dire, OK, ça performe ou pas. Ça apporte du lead, ça apporte du... Exactement. OK. C'est ça. Très bien. Merci, messieurs. Nous arrivons au bout de ce webinaire. Très bien, merci à tous. Merci pour votre attention, votre présence et au plaisir de se retrouver pour une prochaine édition. Bonne journée à tous. Au revoir.